Alors d'abord vous dire que c'est un grand honneur d'être là aujourd'hui avec vous. Donc moi je suis le docteur Michalowski et donc je suis médecin au CHU de Nice. Et donc mon objectif ça va être de vous présenter les différents réseaux qui permettent d'organiser la prise en charge de l'aplasie et de l'HPN en France. Et je vous ferai un teasing de l'éducation thérapeutique, puisque ce sera développé beaucoup plus en détail cet après-midi par Madame Brindel. Donc, vous savez qu'à l'heure actuelle, l'organisation territoriale française repose sur un réseau qui est coordonné par le centre de référence, qui est coordonné donc par Régis, et plusieurs centres de compétences avec pour objectif d'avoir un maillage territorial qui soit le plus important possible, avec l'année dernière ou il y a 2 ans l'inclusion de nouveaux centres de compétences, donc, dont le mien, au sein de ce réseau de centres de référence et centres de compétences. Pour avoir le plus d'informations possible sur la maladie, il existe un site que vous connaissez probablement déjà très bien, qui s'appelle www.aplasimédulaire.com, et la possibilité de joindre le centre de référence avec l'email qui est affiché là, la photo avec la plupart des responsables de centres de compétences autour de Régis, responsable du centre de référence avec Flore. Les prises en charge thérapeutiques sont discutées lors de réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont nationales, qui ont lieu tous les 15 jours. Et ça me donne l'occasion de remercier Valérie qui reçoit tous nos dossiers patients et qui fait un travail extraordinaire pour cette réunion. Et donc, la prise en charge des patients atteints d'aplasie médulaire et d'HPN est codifié dans ce protocole national de soins, le PNDS, qui est sorti en 2023 et qui permet d'avoir une prise en charge thérapeutique homogène sur le territoire des pathologies HPN et aplasie médulaire. Le fait d'être en réseau, le fait d'avoir réussi à coordonner la prise en charge sur le territoire, ça fait que il a été développé un observatoire. Alors un observatoire, c'est quoi? Ça permet de recueillir des données sur la façon dont les patients sont traités sur le territoire national. Cet observatoire s'appelle RIM et c'est un observatoire qui est clinico-biologique, donc qui recueille des données sur la maladie, sur le type de traitement, sur la façon dont on a fait le diagnostic, comment on suit les patients, mais aussi il y a dans cet observatoire un certain nombre de données, d'échantillons biologiques qui sont collectés, bien sûr avec l'accord des patients, on en reparlera un petit peu. Alors c'est quoi l'objectif de ce registre? C'est de permettre une meilleure compréhension des mécanismes qui sous-tendent ces pathologies que sont les aplasies médulaires et l'HPN. C'est d'identifier des marqueurs biologiques qui vont nous permettre de prédire l'évolution de la maladie, la réponse au traitement. C'est d'étudier les mécanismes de ce qu'on appelle l'évolution clonale, c'est-à-dire que l'aplasie médulaire, vous savez qu'il y a une maladie en partie de la cellule souche hématopoïétique et que cette maladie peut évoluer. Et donc, ça permet aux chercheurs d'essayer de comprendre un peu pourquoi certains patients vont présenter une évolution, caractériser au mieux les différents types d'aplasie médulaire. Et puis, bien sûr, il y a tout un pan d'évaluation de la qualité de vie qui se développe de plus en plus et pour lequel il y a de plus en plus de présentations dans les différents congrès internationaux. Comment est-ce que s'organise la participation d'un patient au registre RIM? Vous l'avez probablement vécu, quand on fait un diagnostic d'aplasie médulaire ou d'HPN, on vous propose de participer au registre RIM. On recueille le fait que vous n'êtes pas opposé à participer. Il y a une signature de consentement si on prélève des échantillons biologiques. Et puis, vous voyez remettre un questionnaire de qualité de vie, qui est ce questionnaire qui est uniforme pour un certain nombre de pathologies, pas seulement l'aplasie médulaire et l'HPN. Et puis, bien sûr, il y a toujours dans le consentement les phrases légales que vous voyez juste en dessous. Alors l'observatoire RIM, vous voyez qu'au fil des années, il y a de plus en plus de patients, de plus en plus de centres qui participent, de plus en plus d'échantillons biologiques qui sont collectés. Et je pense que David et Sophie en parleront tout à l'heure. C'est grâce à tous ces échantillons collectés qu'on fait avancer la recherche sur l'aplasie et l'HPN et qu'on a des traitements de plus en plus efficaces, de mieux en mieux tolérés.
un certain nombre aussi d'études qui sont rétrospectives, c'est-à-dire on va reprendre les données de tous les patients traités dans le cadre de certaines formes d'aplasie médulaire, l'anémie de Fanconi, les téloméropathies. Et puis un petit mot d'éducation thérapeutique. Alors on m'a demandé juste de faire un teasing pour vous inciter à aller à l'atelier de cet après-midi. Alors pourquoi il faut de l'éducation thérapeutique là je m'adresse surtout aux patients qui ont une HPN. Il y a des traitements qui vont être de plus en plus extériorisés, on vous voit de moins en moins. Donc vous avez de moins en moins de contact avec les médecins et de moins en moins de contact avec les infirmières, notamment les infirmières d'hôpital de jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi moins de symptômes. La maladie est mieux traitée. Beaucoup de patients reprennent leur activité professionnelle, reprennent leur activité sportive, une activité familiale aussi beaucoup plus intense. Et puis, il y a de moins en moins de symptômes. La sensation de la maladie est de moins en moins importante. Et donc, ça entraîne un certain nombre de risques, avec le principal risque qui est celui d'oublier de prendre son traitement quand vous l'avez, soit en forme sous-cutanée à la maison, soit en péros. Ça nécessite de mettre en place des structures et en tout cas un réseau pour les jeunes femmes qui souhaitent avoir une grossesse alors qu'elles sont traitées pour leur HPN. Ça nécessite également de pouvoir développer un réseau avec nos services d'urgence, avec les chirurgiens, avec à chaque fois que vous avez besoin de recevoir une intervention chirurgicale et notamment dans le domaine de l'urgence. Quand vous devez voyager, il y a désormais un certain nombre de choses à prendre en compte pour les patients qui reçoivent les nouvelles thérapeutiques de l'HPN, mais ça, Régis en parlera, quand vous souhaitez voyager. Pourquoi ? Parce que si vous oubliez de prendre le traitement ou que votre traitement, vous oubliez de le prendre en partant en vacances, eh bien, vous pouvez être confronté à un certain nombre de complications. Je pense que Régis en parlera également, l'hémolyse et les infections. Alors ça, je pense que Régis, tu en parleras mieux que moi. Ce petit schéma, juste pour montrer quoi ? Pour montrer que désormais, avec les nouveaux traitements, qui dit nouveau traitement, dit nouveau réseau, nouvelle prise en charge, et il faut repenser un petit peu la façon dont on prenait en charge l'HPN. Et donc, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Il y a les infirmières d'éducation thérapeutique, et ou les infirmières IPA, infirmières en pratique avancée, qui sont des infirmières spécialisées dans la prise en charge de certains domaines de l'hématologie. Et ce sont ces infirmières, éducation thérapeutique et IPA, qui vont coordonner tout un pan de la prise en charge de votre maladie en soutien aux médecins. Et notamment, ces infirmières vont arriver à faire en sorte que la pharmacie n'oublie pas de commander la boîte de médicaments. Si jamais vous êtes aux urgences, eh bien, elle relaye l'information rapidement au médecin. Si vous partez en voyage, c'est elle qui va vous donner tous les conseils et puis faire en sorte que vous n'oubliez pas vos traitements. Si vous devez vous faire opérer, on coordonne le parcours avec les chirurgiens. On s'assure que vous ayez des chirurgiens qui connaissent la maladie, qui ont été éduqués, et puis pareil pour le parcours de grossesse, pareil également pour tous nos jeunes qui souhaitent aller faire des études, et par exemple des études à l'étranger. Voilà. Donc la prise en charge de la maladie évolue, et c'est très bien avec des nouveaux traitements qui permettent de faire quasiment disparaître la totalité des symptômes à l'heure actuelle et de reprendre une vie avec une qualité de vie normale, mais ça nécessite une prise en charge un petit peu adaptée, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Moi, j'ai une question. Quand on a préparé cette journée, on a parlé d'ETP distanciel. Pas le droit d'en parler. Non, il faut aller à l'atelier. Si vous voulez entendre parler, la question est... c'est quoi l'ETP distanciel ? Mais j'ai promis que je ne parlerai pas beaucoup de tout ça, que ce serait bien détaillé cet après-midi. Oui, cet après-midi, ça va être détaillé, mais il n'y a qu'un tiers, en gros, des participants qui seront dans l'atelier. Les autres, ils seront frustrés. Donc, en 30 secondes, c'est quoi ? Il y a des sessions, je ne sais pas si j'ai le droit, allez où Madame Brandel ? J'ai le droit d'en parler un petit peu. Vous avez alors normalement, au sein de chaque CHU, dans la plupart maintenant des CHU, il y a des sessions qu'on appelle d'éducation thérapeutique avec une infirmière d'éducation thérapeutique pour tout ce qui est thérapie orale, pas forcément de l'HPN, mais parce que quand on prend une thérapie orale de manière chronique,
eh ben, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut éviter, et donc les infirmières sont là pour donner des conseils, pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire quand vous avez une thérapie orale de manière chronique. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il y a des centres où il n'y a pas d'éducation thérapeutique, hein, et donc ce qu'a développé le centre de référence, c'est que c'est la possibilité pour les patients qui, localement, n'ont pas d'éducation thérapeutique, ou alors qui souhaiteraient participer à la fois à leur éducation thérapeutique locale, mais en plus avoir les tips, les conseils du centre de référence, des séances d'éducation thérapeutique du centre de référence, de pouvoir se connecter à distance aux réunions d'éducation thérapeutique du centre de référence. Merci beaucoup. Toujours pas d'autres questions? Si, le micro. Bonjour. Vous parliez du recensement dans le fichier RIM et du consentement à donner. Moi, j'en entends parler pour la première fois. Je ne sais pas du tout, en fait, si on m'a recensé, voilà. Alors, si on vous a recensé, normalement, on vous a posé la question, est-ce que vous vous opposez à ce que... Alors déjà, si vous n'avez rien signé, ça veut dire qu'on n'a pas prélevé d'échantillons. D'accord. Après, si vous n'avez pas eu d'informations, ça veut dire qu'en théorie, vous n'êtes pas dans le registre, et parce qu'on est censé recueillir le fait que vous n'êtes pas opposé à ce qu'on transmette vos données. Parce que j'ai la maladie depuis presque 30 ans, donc pour moi, ça fait longtemps, en fait. Il y a eu une continuité, mais on m'en a jamais parlé, en fait. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse la démarche ? Oui, vous pouvez poser la question à votre médecin, au médecin qui vous prend en charge, et vous pouvez venir sur le stand du centre de référence, comme ça on vous expliquera un petit peu, mais c'est vrai que c'est important, plus on a de patients, évidemment, plus on peut faire des études intéressantes. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, alors moi, je viens de Belgique, mais je suis soignée à Luxembourg, donc c'est un peu plus compliqué. Et dans toutes les études que vous avez faites, j'ai vu que vous avez cité cancer, par exemple. Et je me demandais comment les données peuvent être, ou les études peuvent être disponibles pour, alors déjà dans le centre de référence en France, j'imagine que ça marche bien, parce que moi j'ai été confrontée, donc j'ai HPN et j'ai eu un cancer, et les médecins se sont trouvés complètement démunis en disant on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a jamais eu le cas. Et donc, ce que je me demandais, c'est comment sont organisés, déjà, si vous avez fait des études à ce sujet-là, mais je n'attends pas la réponse là, évidemment, et aussi si ces études ou ces recommandations, si vous tirez des recommandations, est-ce qu'elles sont disponibles aussi d'autres pays que la France ? Alors, on recueille systématiquement la donnée, est-ce que notre patient a fait un cancer autre alors qu'il était en cours de traitement par un inhibiteur du complément, puisque c'est une des questions. Est-ce que ces médicaments qui diminuent quelque part une partie de l'immunité, est-ce que pour l'instant il n'y a pas de sur-risque, mais c'est quelque chose qui est enregistré, qui est présenté également dans les congrès. Pour répondre un petit peu au fait que les médecins, vos chirurgiens, vos oncologues ne connaissaient pas la maladie et se sont retrouvés un peu démunis, l'idée d'avoir le centre de référence, des centres de compétences, alors sur la France, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir localement un référent avec une organisation d'un réseau local, et c'est là aussi que l'infirmière d'éducation thérapeutique et l'IPA va jouer un rôle, puisque avec le médecin qui vous prend en charge, justement, il coordonne avec tous les autres médecins qui viennent prendre en charge les autres pathologies que vous pouvez développer, puisque on peut avoir une HPN et avoir un cancer, on peut avoir des problèmes digestifs, une maladie de la peau, et donc du coup il faut coordonner avec les différents spécialistes, et c'est ça l'objectif d'avoir des centres de compétences, d'avoir un réseau local, puisque nous on travaille du coup avec les spécialistes locaux, et quand un de nos patients est pris en charge, on forme un peu le spécialiste, on forme également son médecin traitant, pour faire en sorte que lui non plus soit pas complètement paniqué quand il se retrouve avec un patient qui a un diagnostic HPN. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir qui contacter dans le domaine de l'urgence. Je rebondis un peu sur ce sujet-là, mais la question elle est peut-être plus pour le professeur Péfo, je ne sais pas. On parle de plus en plus de l'espace européen des données de santé. Est-ce que dans cette idée-là de partage des données de pays à l'autre, qui était un peu évoquée aussi, de pas seulement l'information, mais est-ce que l'observatoire RIM pourrait être un jour ouvert sur d'autres pays, par exemple ? Oui, non, en pratique, bien sûr que l'intérêt, c'est d'avoir en effet un nombre de patients le plus important possible, parce que c'est la seule façon d'avancer, de faire des études qui ont du sens et qui ont un peu plus de robustesse.
La seule chose, c'est qu'il faut que ces collaborations soient faites avec la même exigence de protection des patients et des données des patients que la nôtre. C'est-à-dire qu'en pratique, il y a en effet cette non-opposition des patients, mais les données sont anonymisées, répondent à un certain nombre de critères, elles sont protégées, et donc il n'y a aucun problème pour collaborer à l'international, mais à condition qu'en effet, il y ait les mêmes protections des patients de l'autre côté aussi. Et ce n'est pas toujours évident. Mais on y arrive, de plus en plus. Merci. Est-ce qu'on a une autre question pour le docteur Loshi, c'est ça? Loski. Je vais y arriver. Je vous ai dit, il est corse. Vous risquez gros, Laurent. Juste une dernière question sur les premières données de l'Observatoire, parce que ça reste relativement récent. Est-ce qu'il y a un élément particulier qui vous semble intéressant à partager déjà? Il n'y a pas d'élément spécifique, il y a plusieurs projets en cours, il y a plein de belles études qui sortent grâce à ce registre, des données de vraie vie notamment qui sont extrêmement intéressantes pour savoir, parce qu'on a certes des essais cliniques qui nous apportent des données dans un cadre très très spécifique, mais l'idée est notamment de savoir ce qui se passe quand le médicament est disponible pour tous les patients qui pourraient avoir un bénéfice de ce médicament, et notamment les registres sont très importants pour ça, pour nous donner des données de vie réelle et de voir réellement ce que fait le médicament dans la vraie vie. Merci beaucoup.